Vous avez toujours eu envie de tout savoir sur la baisse et son art? Vous êtes au bon endroit. Billy, Lolo et Clo-Clo vous accueillent dans leur boudoir. Entrez, c'est ouvert. Bonjour à tous, bienvenue dans le boudoir. Je serai Billy, l'animateur de cette première émission. On est très content de vous avoir. Je suis accompagnée pour cette première émission de Lolo. Salut, je suis contente d'être chaud dans le boudoir. Et Clo-Clo. Enchantée. Donc le boudoir, émission sexologique, nous allons vous parler de sexe de manière générale, c'est-à-dire que si vous avez toujours envie de savoir où acheter votre premier sextoy à Lyon, ou comment vous faire de l'argent avec vos pieds, ou alors vous rassurer parce que des fois il vous arrive des trucs nuls, mais nous aussi il nous est arrivé des trucs nuls. Et d'ailleurs on va en parler, on va parler des trucs nuls qui nous sont arrivés, ce qu'on appelle communément des looses sexuelles. Nous ferons aussi un petit point MST plus tard dans l'émission, et nous finirons par le petit dico de Billy. Mais avant tout, nous allons commencer avec un vrai faux préparé par Clo-Clo. Et oui, alors attention les filles, parce que aujourd'hui, je prépare un super vrai ou faux sur les stéréotypes liés à la contraception et aux IST. Super, on va enfin apprendre comment mettre un préservatif. Lourd. Alors, est-ce que vous êtes prêtes? Yes. Nickel. Super. En avant, première question. Mais tu sais déjà des choses? Oh oui, quand même, je sais, pas par mes parents, mais... Le VIH et le sida sont la même chose. Alors ça, je sais. Vas-y. En plus, je dis ça, mais en vrai, je suis pas sûre. Le VIH, c'est la maladie où t'as une déficience immuno. C'est le virus. C'est le virus. Et le sida, c'est genre le dernier stade. Alors, avant d'entendre la réponse, je dirais pas que c'est le dernier stade, mais il me semble que le VIH, c'est le virus, et que du coup, le sida, c'est quand le virus n'est plus asymptomatique, oui, okay, et devient la maladie. Pas forcément au dernier stade, mais devient la maladie. Donc tu peux être séropositif et pas avoir le sida. Voilà, tu peux avoir le VIH et pas avoir le sida. C'est ça. Eh ben, vous y êtes presque, mais honnêtement, en fait, c'est le sida qui correspond au dernier stade de l'infection du D'accord, VIH. donc c'était... Boum, boum, boum. My bad. Bravo, Lolo. Donc, un point pour Lolo, hein, on peut compter les points, je pense. Deuxième question. Bon, bah alors, je fais le petit comptage de points. Hop, un point pour Lolo, tu as gagné un cookie. Deuxième question. Une personne séropositive contamine forcément ses partenaires sexuels. C'est faux. Putain, j'en sais rien. Je pense que c'est faux, parce que quand tu es protégé, et aussi il arrive que des personnes qui couchent avec un séropo sans se protéger très très bien ne le chopent pas. C'est extrêmement rare, mais ça peut arriver, ça dépend des pratiques. Et puis surtout, quand tu as suivi une trithérapie depuis très longtemps, le virus est quasiment imperceptible, et c'est par exemple là, quand on est à ce stade-là de la trithérapie, que tu vas pouvoir par exemple faire des enfants avec la personne à qui tu as envie de faire des enfants. Donc je pense que ça veut dire que le virus ne se transmet plus, parce que sinon tu fais pas de bébé, quoi. Ouais. Eh ben, c'est un bon gros point pour Billy, franchement, nickel. Et donc j'ai gagné un Kouglof. Yes. C'est vachement mieux que les cookies. Troisième question. Il est possible de tomber enceinte pendant ses règles? Oui. Je dirais oui aussi. Alors, il me semble que oui, parce que c'est extrêmement rare, mais en vrai, si t'es pendant tes règles et que la nidification elle a pas encore été assez abîmée et que l'ovule est encore attaché à la paroi utérine, oui. Enfin, et ça dépend aussi vachement de la durée de vie des spermatozoïdes aussi. Je crois. Bah, si pendant tes règles, le plus gros problème, c'est surtout que l'ovule il se casse, quoi, non? Mais si l'ovule est encore là, par mégarde. Oui, effectivement. Mais des fois, je sais que les spermatozoïdes ont une durée de vie assez longue, et des fois... Ça reste pas 3 jours dans l'utérus en dans le genre. Mais c'est énorme, certains. Puis en fait, ça dépend des hommes aussi. Oui, ça donc dépend des fois, si tu tombes sur un étalon de reproduction... Oupsie. Alors la vraie réponse, c'est surtout que effectivement, on peut pas prévoir l'ovulation. Okay. Donc je mettrai quand même un point, Lolo. C'est pour Lolo. Et enfin, dernière question. La pilule du lendemain ne peut être prise que le lendemain. C'est faux. Non, faux. Nul. 0. Redoublement demandé. Alors, je me semble qu'elle a genre 90 ou 99% de fonctionner dans les 24 heures qui suivent. C'est ça, Et après, tu peux la prendre pendant encore une semaine. Hein. Non, en gros, c'est ça, t'as 99% de chances qu'elle fonctionne dans les premières 24 heures, et en fait, ça réduit à chaque jour. Oui, c'est ça. Sachant que quand tu la prends 3 jours après, t'es à, c'est risible, je crois que c'est nul, c'est genre 40 ou 30% de chances qu'elle marche si tu la prends 3 jours après. C'est déjà quelque chose, mais ouais. Ouais, mais c'est, enfin, 30%, c'est que dalle. Moi, je l'ai prise une fois et je crois que c'était écrit sur la boîte que tu pouvais la prendre jusqu'à une semaine. Ouais, mais mais bon, ça doit servir à... Je pense que si tu la prends au bout d'une semaine, ça doit marcher à 1%, quoi. Donc autant, autant aller, passer par le grand aspirateur tout de suite, quoi. Enfin, si c'est pour, Ouais, c'est ça, en fait. Il faut la prendre au plus tôt, mais ça va jusqu'à 120 heures. 120 heures? Ça fait combien de jours, ça? Je suis nulle en maths. 4 nuits.
4000. 120 heures, ça fait... 5 jours, Ouais, c'est ça, en gros. à peu près, Moins de 5 jours. je pense. Et mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se battent pour qu'on arrête de dire pilule du lendemain et plutôt pilule d'urgence. Pour qu'on arrête d'avoir cette idée reçue que on doit la prendre le lendemain. Ah. Ça fait sens. Ça fait Ok. sens. Eh ben, merci Clo-Clo pour cette petite C'était intervention avec, fort plaisir. édifiante. Comme quoi, on en apprend Merveilleux. toujours. Donc on n'a plus compté les points au final. Et, On oui, est à et égalité. tu as... oui, c'est ça. Enfin, tu as un point de plus que moi quand même. Allez, Voilà. j'ai droit à un cookie pour de vrai. Ouais, je te ferai des cookies, Yes. promis. Avec des pépites de chocolat en forme de vulve. Les Donc, meilleurs. Nous allons passer désormais sur les looses sexuelles de vos chers animateurs. Comment ça s'est passé, première fois? Mal. Et donc aujourd'hui, on commence avec Lolo. Oui, alors moi je voudrais parler d'une très belle expérience qui a été courte mais très intense parce que je pense que j'ai assisté à un speedrun de la baise. C'est-à-dire que j'étais c'était pas dans mes premières années d'activité sexuelle et le gars a tout fait mais d'une manière excessivement rapide. C'est-à-dire que il y a eu un cunilingus mais ça a été genre 2 coups de langue quoi. Ok, donc un Vine du sexe. Sur Ouais, chaque c'est ça, événement. c'était Ok. un Vine du sexe. Et, 2 coups de langue. Il a touché genre 2 fois le clito, genre du bout des doigts, comme ça rapidement. Il a doigté, hop, 2-3 allers-retours, hop, 2-3 allers-retours de bite, et c'était réglé. Je pense que on avait tout, tu vois. C'était un lapin en fait. C'est ça, c'était vraiment. Non, mais en plus tout était assez lent, mais juste il l'a pas fait longtemps, tu vois. C'est vraiment, je speedrun le sexe vanille, je fais les trucs Ah, mais dans peut-être l'ordre, qu'en c'était fait, terminé. il avait un... Mais en ce moment, c'est la mode du speedrun. Peut-être qu'il s'était donné un Ouais, je objectif pense, tu vois, de le c'était, réussir. Un pote, il l'a dit, moi, je l'ai fait en 15 secondes. Et ben, moi, je le ferai en 10! C'était un achievement, tu vois, en fait, j'étais une expérience. Voilà. Succès débloqué. Bon, ben... Alors, Clo-Clo, est-ce que t'as mieux? Alors mieux, en parlant de vitesse, je pense qu'on est un peu presque dans la même vague, sauf que je me trouvais dans un TGV, donc c'était vite, mais pas mon partenaire. Et lors d'une envie soudaine de se baiser la gueule, clairement avec un jeune monsieur, on avait décidé de se retrouver dans. Je tiens juste à noter le caractère antithétique de jeune monsieur. Parce que en fait, il faisait jeune, mais ça se voyait que c'était un peu un vieux dans sa tête. Du coup, jeune monsieur. Hop. Je ne décrirai pas plus physiquement ce jeune monsieur. On y tient. Et nous sommes retrouvés comme 2 petites gargouilles dans les toilettes très propres d'un TGV. Alors, comment ça baise les gargouilles du coup? Parce que ça m'intrigue. Eh ben écoute, plutôt bien, jusqu'au moment où nous arrivons en gare de Lyon-Pardieu. Et que le contrôleur souhaite contrôler si aucun passager n'est resté dans les toilettes. Ah. Et avec sa jolie petite clé ouvre notre petite porte et a une vue presque imminente et rapide sur mon gros popotin. C'était sympa. Donc, un petit moment de gêne, oui, je bien pense, sympa. Mais, juste pour savoir, Pardieu, c'était le terminus. Alors non, en fait on partait. Ouais, bon, on était un peu rapide. On partait de Lyon-Perrache, on allait direction Paris. Okay. Et du coup, on s'était dit, vas-y, banco, y a personne entre Lyon-Perrache et Lyon-Pardieu, c'est le moment. Puis, on a mal calculé le temps. On n'avait pas pensé au contrôleur dans un train. Effectivement, fâcheux. Bon, bah merci Clo-Clo. Alors rappelez-vous, si vous baisez dans un train, attendez au moins la 2e gare. Alors moi, j'aimerais commencer la mienne sur une question. Question fermée. Peut-on se faire plaquer par un plan cul? A priori, non. Ouais, non, je suis assez catégorique, je pense. Alors je vais vous prouver par A plus B que ça peut arriver. Parce que c'est exactement comme ça que je l'ai vécu. Dans une période de consommation massive de corps humains pour à but sexuel, nous dirons, il y avait un jeune homme que j'appréciais beaucoup. Voilà, moi j'ai dit jeune homme parce que jeune monsieur... voilà, je laisse... C'est pas ton truc, quoi. Non, c'est pas mon truc, je te laisse ça de bon cœur. Avec grand plaisir. Et donc, ce jeune homme tenait à ce qu'on se voit. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Moi, je me suis dit, ah ben, ça tombe bien. Il y a personne chez moi. Viens donc à la maison. Donc, il vient. On baise. Ça a pas duré un Vine. C'était assez sympa. On va dire, c'était une baise correcte. C'était une baise sympa. Voilà. Moi, je me suis dit, cool. On a testé 2-3 trucs qu'on avait envie de tester. Tout va bien. Donc ensuite, il dit oui, je reste pas ce soir, je rentre chez moi, donc il se rhabille. Et donc je lui tiens la porte pour lui dire au revoir. Et là, il se retourne, il me regarde droit dans les yeux et il dit « En fait,
on se reverra plus parce que les relations de type plan cul ne m'intéressent plus. Bonne continuation. Et je cite le bonne continuation parce que j'ai vraiment eu droit. C'est très cordial. Voilà, c'est très cordial, mais vraiment très cordial. On se reverra plus. Bonne continuation. Et ici et là. T'as serré la main, j'espère. Ah, alors non, même pas, parce qu'en fait, on s'était déjà fait la bise à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il commençait à partir, et limite, il s'est retourné, l'air de dire, ah, en fait, J'avais oublié, on se reverra pas. Donc. La technique du courage, hein. Vraiment, le gars est sur le pas de la porte. Non, mais, il peut prendre ses jambes à son cou. Donc tu m'imagines là comme un con avec ma porte dans la main, et en fait, j'étais tellement séchée sur le coup que j'ai fait, ah, ben, merci, toi aussi. Bisous. Bisous. Et il est parti, je suis restée bien 5 minutes avec ma porte dans la main, en train de me dire, mais qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est ça. Et donc, j'en conclus que j'ai été plaquée par un plan cul. Parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est très beau. c'est inédit. C'est inédit. Non, mais c'est au moins, il a voulu faire ça bien, quoi. Oui, mais alors, dans ce cas-là, le principe de la baisse d'adieu, tout le monde connaît, tout le monde a déjà connu une baisse C'est d'adieu. vrai, par contre. Et en général, la baisse d'adieu, ça se fait en larmes. Pour une fois, on aurait pu avoir une baisse d'adieu, mais drôle, en fait. Je pense. Oui, mais comment dire à son plan cul qu'on ne désire plus son cul? Bah, comme il l'a Dire à fait. son plan cul, c'est qu'il n'est plus un plan. Voilà. Qu'il est juste un cul. Il est juste un cul. Tu seras un cul dans mon souvenir. Eh ben, alors, en tout cas, si vous tenez à le faire, faites-le pas comme ça. C'est tout ce que je peux dire. Mais c'est mieux que de partir sans jamais donner de nouvelles, hein. Alors oui, il il a a pratique. tu vois. Oui, il aurait pu me ghoster, effectivement. Mais d'ailleurs, il m'a renvoyé un message après pour dire, j'aurais peut-être pas dû te le dire comme ça. Je me rends compte que j'ai été un peu sec. Ah, Quand même. Oui. T'es un homme bien. Oui, bon, si on veut. Mais bon. Et donc, je ne l'ai jamais revu, donc je ne sais pas si ce jeune homme a trouvé l'amour qu'il cherchait à ce moment-là. Mais écoute, Mais on est de tout cœur avec lui. Nounours, je vais t'appeler Nounours. Si jamais tu te reconnais et que tu entends cette émission, j'espère de tout cœur que tu as trouvé ce que tu cherchais. Et nous aussi. Voilà. Oui. Nous allons donc passer au point MST contraception, petit jingle. Qu'est-ce que c'est que l'insémination? C'est former des curés, des jeunes curés, Où ça? au séminaire. Vous connaissez, vous, l'insémination? Moi, je connais. Et donc, aujourd'hui, la pilule 7 enfer. quelle connasse. La connasse de pilule. Alors, juste petit, parce qu'ici, nous sommes entourés de personnes possédant un utérus. Qui a pris la pilule ici? Moi, oui. Pas moi. Pas toi? Loïs, notre ingé son, lève la main. Ouais, moi, la Clo-Clo, ça fait bien 7 ans que je me trimballe cette grosse pétasse. Je l'ai pris combien de temps? Moi, je l'ai pris longtemps aussi. J'ai commencé à la prendre en seconde et j'ai arrêté en première année de master. Donc, tu vois, c'est pareil. J'ai dû me la coltiner bien 6 ans. Bien 5-6 Et ans. niveau effet secondaire, vous avez vécu des trucs palpitants ou... Bah, moi, à part prendre 10 kilos d'un coup sans raison... Ouais, bah ça c'est au début, mais après ça stabilise. Non, moi, ça s'est fait à la fin. Ah, Petite particularité, j'ai vécu super. un lycée tout à fait normal. Ah, si, avec 4 tonnes de boutons quand même. Mais ça c'est la base. Adolescent, égal oui. bouton. Mais Sinon, c'est dis-toi injuste. que ma pilule m'a rajouté des boutons, hein, quand même, parce que voilà, certaines pilules enlèvent les boutons, d'autres en rajoutent. Moi, j'étais un crumble, mais alors je suis passée au stade du clafoutis. Et ensuite, j'ai pris 10 kilos sans raison à la fac. Et j'ai arrêté de prendre du poids quand j'ai arrêté la pilule. Ok. Alors moi j'avais pas trop d'effets secondaires. Ça m'a même pas fait grossir les seins, heureusement d'ailleurs, parce que bon. C'est mal au dos. Ouais, et puis après chiant d'avoir des touches énormes, sérieux, chiant. Excuse. Par contre, genre psychologiquement, grosse connasse. Genre vraiment, on part sur des gros coups de blues, genre les quelques jours avant mes règles, qui te défoncent bien la gueule. Ouais, Oui, mais je l'ai arrêté pendant quelques temps, genre pendant 1 ou 2 mois, et je me sentais libérée. Hein. Mais Elle il te paraît que c'est contrôle. hardcore, c'est chez certaines personnes, ouais. Je pense que les troubles psychologiques comme ça, c'est le pire. C'est vraiment un des pires trucs. Et donc, tu arrivais avec des solutions. Puisqu'on parle souvent de contraception féminine, mais la contraception n'est pas qu'une affaire de gonzesse. Et comme en général, quand on pense contraception masculine, on pense petit bout en latex. Bon, quand même, il y a d'autres choses. Alors, Ouais. qu'as-tu? Et ben en fait, je dirais même que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser suite à une envie d'arrêter de prendre des hormones. Donc je suis passée au stérilet en cuivre. Ah oui, bah j'ai fait la même chose. Alors après avoir douillé ma race pendant la pause, mais honnêtement
c'est pas très grave. Enfin, c'est vite fait, on va dire. Je tease, on vous prépare une émission là-dessus. Et j'ai passé surtout 2 mois à perdre des océans de sang. Donc on était sur un bon moment agréable parce que mon corps ne supportait pas le cuivre. Donc c'est un risque. Obligatoire pour moi de prendre des hormones. Donc je me suis dit mais en fait si c'est pas moi ça peut être l'autre. Donc il existe effectivement des contraceptions masculines au-delà de la capote parce que franchement à bannir moi ça me casse les couilles la capote. Voilà, quand on en a marre qu'on est tous les deux dépistés voilà. Honnêtement il y a mieux. Même si on dit que ça coûte cher, mais attention, depuis quelque temps, certaines capotes sont remboursées si vous les faites prescrire par le médecin. Pardon. Lolo se réveille. Il faut prendre rendez-vous chez ton médecin généraliste, payer 23 balles et il te fait une prescription. Mais tu peux le faire en même temps qu'un autre rendez-vous. Tu vas, à la fin du rendez-vous, tu fais en fait, tu peux pas me faire une petite ordonnance pour les capotes. Il te l'a fait en plus pour ta consultation. Et genre, il peut te mettre 5 boîtes. Que ça, mais alors, faut demander parce que moi, du coup, j'en utilise plus vraiment. Mais ouais, moi non plus, mais quand même. Mais voilà, ça c'est rigolo. Mais c'est ça, tu peux arriver, tu demandes et je crois que c'est sur une période en fait. C'est pas c'est peut-être pas un nombre de boîtes, c'est peut-être à renouveler tant de temps sur tel temps de période, tu vois. Enfin, c'est quand même compliqué à dire genre au moment de baiser. Attends 2 minutes, j'ai pas pris rendez-vous avec mon médecin. Ouais, oui, non, bien sûr. Faut que je passe à la pharmacie. Non, mais voilà, si tu sais que tu utilises que ça, si tu sais que tu utilises que ça, tu peux y penser. Après, je sais que c'est pas toutes les marques, donc tu vas pas pouvoir te faire rembourser des skins à 28 balles la boîte. Les Manix XXL avec bout indolorisant, je sais pas quoi. Là. Ouais, non, ça, je suis pas sûre que ça soit pris en compte par la Sécu, tu vois. Zut. Les perlés, c'est pas remboursé, voilà. Alors donc. Ouais. Du coup, je ne savais pas pour ces capotes, mais au-delà de ça, on a aussi depuis peu la pilule donc masculine qui a débarqué, donc qui a aussi des effets secondaires qui sont moindres que ceux que celles féminines, mais qui sont les mêmes quand même. Mais qui sont quand même les mêmes. Donc bon, d'un autre côté, on pourrait se dire bon les gars, on fait tourner un peu l'industrie, de ouf, et un peu à vous de prendre des hormones et d'avoir des maux de tête et de devenir gros et de râler et d'être dépressif. À peu près, voilà. C'est faisable. Sinon, il existe, j'ai vu ça, mais alors vraiment, j'entends déjà les cris de certains d'ici. Un nouveau truc, c'est une injection en fait qui se fait dans les testicules. Donc, une injection dans chaque testicule et en fait qui te Je vois la tête de Loïs, regard satisfait de Loïs. Notre ingé son qui commence à se dire. Et en fait, qui rend stérile tes spermatozoïdes pendant 13 ans. 13 ans. Donc 2 piqûres dans les deux couilles et puis c'est réglé. Sachant que c'est réversible. Mais c'est génial. C'est réversible. Moi, si je dois me faire une piqûre dans la tâche, et pour 13 ans, je suis tranquille, je le fais. Hein. J'avoue. Après, c'est réversible, mais genre, c'est pareil, c'est une autre piqûre et tout va bien. Voilà, c'est une autre piqûre. En fait, c'est comme quelque chose, c'est un peu le même dispositif que la pilule qui va venir, en fait, mettre dans le coma tes ovules. Et ben là, en fait, ça va venir mettre dans le coma, en fait, les spermatozoïdes. Mais c'est génial. Oui. Genre une petite piqûre et tout le monde dort. Exactement. Sauf que, c'est pas du tout encore commercialisé. Oui, c'est encore en phase de parce que, on parle, je pense que tu dis ça à n'importe quel homme, il te regarde. Voilà. Alors, je sais qu'ils expérimentaient un autre truc qui était un peu dans la même vibe, qui était un gel spermicide qu'ils mettaient dans le canal et qui, du coup, tuait les spermatozoïdes qui arrivaient. Et c'était pareil, t'avais juste à aller te le faire retirer. C'était une injection, on te le retirait sur opération et qui était à peu près définitif. Et c'est aussi encore en phase de test. Ils cherchent des cobayes s'il y en a qui sont intéressés. Voilà. Mais par contre, je suppose que ça marche avec des hormones, ça aussi ou pas? Parce que est-ce qu'il y a des effets secondaires aussi désagréables? Alors l'intérêt du gel, en tout cas, c'est que comme c'est le gel qui est spermicide et que ça ne crée pas du spermicide dans ton corps, normalement c'est juste c'est comme un truc qu'on te rajouterait, comme nous le stérilet a des effets assez indésirables, mais c'est un truc qu'on te rajoute. Ouais. Donc c'est mécanique quoi. C'est mécanique, voilà. C'est un fonctionnement mécanique qui est pas hormonal dans le truc, mais c'est pas censé se répandre dans l'urètre. Non, dans le canal déférent. Ah, je sais pas où c'est.
au même endroit. C'est le même canal. Alors, je vais me tourner vers notre ingé son en anatomie masculine. Est-ce que c'est le même canal? Tu pisses et tu gicles du même tuyau, non? Bonjour, ici l'ingénieur du son. Non, le canal déférent, si je dis pas de conneries, c'est un canal qui lie le testicule justement à toute la zone urétrine. C'est pas le même canal, ça doit être. Eh oui, il faut pas confondre. Sachant que la meilleure des contraceptions pour les hommes, c'est de ne pas faire d'enfants. Arrêtez de baiser, de faire des enfants, c'est de la merde. Hein. Voilà. Arrêtez pas de baiser, arrêtez de faire des enfants surtout. Oui. Mais ne baisez pas non plus, restez chez vous, il y a le coronavirus, arrêtez de faire chier. Donc voilà. Mais voilà, du coup c'est dans le canal et ça... En fait ça permet de laisser sortir quand même pour pas que ça explose. Oui voilà, c'était ça ma question. Et ça tue les spermatozoïdes. En gros c'est un poison pour tes spermatozoïdes. Très bien. Voilà. Je suis éberluée. Et donc, alors déjà, gel, injection. Quoi d'autre? Ah oui, donc il en existe d'autres si on veut pas se faire injecter, si on veut pas mettre du poison dans ses testicules ou ce genre de choses. Des slips chauffants. Voilà. Donc, pour garder ses couilles au chaud en toutes circonstances. C'est important de garder ses couilles au chaud, effectivement. Pour ne pas faire d'enfants. Oui, parce qu'en fait, finalement, les spermatozoïdes sont actifs et forts. Comment on dit? Ils sont actifs. Flageolants. C'est le flagelle à l'arrière. C'est vrai. S'ils sont pas à la même température du corps, il me semble que les testicules ont quelques degrés moins que 37 degrés. Et donc, si tu les mets au contact de... Quelle est cette partie du corps de l'homme? Comment on appelle? Entre l'anus et du coup... Le gourdin. Le chibre. Le gland. Le zizi. Bon, cette partie-là, tout le monde voit. Le petit Montpellier, nous l'appelons. Voilà. Même si je sais que c'est autre chose normalement. Je sais que normalement c'est un autre endroit. Voilà. Là, sur la rue de Montmartre. Voilà. Eh bien, ça va venir... donc, à mon avis, c'est pas si sûr que ça. Je sais pas si juste en chauffant les couilles, ça... du moins, il faut vraiment le mettre bien longtemps avant, genre 3 heures avant, histoire d'être sûr de... Non, alors il me semble que tu dois le garder tant d'heures par jour. Bah oui, c'est ça. Je crois que c'est tous les jours, tu dois le garder pendant... alors, je vais peut-être dire une connerie, mais le dernier coup que je l'avais entendu, c'était entre 10 et 15 heures. Donc en fait, tu le portes pratiquement tout le temps, ou pendant la nuit du moins. Voilà, soit tu le gardes pendant toute la nuit ou pendant la journée au travail, et voilà. Mais par contre, faut que ça soit tous les jours. Ok. Et ben voilà. Donc c'est comme, ça serait comme un super slip. Super slip chauffant pendant l'hiver, ça garde vos couilles au chaud, c'est bon. Ça peut être pratique. Pratique au ski et en randonnée. Mais ça, on est sûr que genre ça fonctionne réellement. Si t'augmentes la température des spermatozoïdes, ils sont vraiment amorphes à 100%. Oui, en fait, c'est pour ça que les testicules sont à l'extérieur du corps. Oui. C'est parce que les 37 degrés du corps, c'est ça, 37 de 37,5, non? 37,5, je sais pas. Bon, bref, 37, 37,2, bref. Voilà, ah ouais. C'est trop chaud pour que les spermatozoïdes soient actifs. Et donc, c'est pour ça que les couilles pendent. Ils sont à l'extérieur, oui. Mais, ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que ce serait pas forcément 100% efficace, tu vois. Mais la pilule n'est pas efficace à 100% non plus, en fait. C'est ça non, c'est sûr, mais bon, quand t'es sur du 99-98%, déjà, t'es bien. Alors, déjà, quoi. Pas toutes les pilules, il y en a certaines, vrai, c'est que 60%. Dépend, ouais. Surtout si t'as des gros problèmes d'hormones, tu peux pas prendre une pilule très efficace, donc t'es sur du 60-70%. Et la plupart des stérilets sont pas à 100% non plus. Le stérilet cuivre, c'est moins que certaines pilules. Et le stérilet hormone, c'est pas foufou non plus. Tu as d'autres choses, Clo-Clo? Eh ben non. Je crois que c'est les seules pistes, et finalement on se rend compte qu'il y en a pas beaucoup. Comme il y en a pas beaucoup aussi pour les femmes, finalement, si hors hormonal, on a juste le stérilet en cuivre. C'est ça. Et ou la ligature. Ou la ligature. Oui, après il reste la vasectomie aussi pour les hommes. Mais on est sur la définitive, quoi. Voilà, c'est ça. Donc je peux comprendre que ça soit un choix qui... Et puis alors honnêtement, se faire ligaturer les trompes à 20 ans, enfin dans la vingtaine, entre 20 et 25 ans, c'est sûr que voire même avant 30 ans, c'est impossible. Il y a aucun médecin qui accepte. Ça, on peut en parler aussi, du fait que c'est... moi, je connais quelques personnes qui veulent se faire ligaturer les trompes et qui ils arrivent pas, quoi. Alors apparemment, elles ont en dessous de 30 ans et... Voilà, il y a des femmes qui recensent les médecins qui acceptent selon les tranches d'âge. Sur certains groupes sur Internet, je n'ai plus le nom de ce groupe, mais apparemment, il y en a un à Lyon qui accepte pour les jeunes femmes de moins de 30 ans. Donc, ça fait pas partie de Gyn&Co ? C'est possible que ça en fasse partie. Parce que du coup, ce site aussi, ce petit tips, il recense toutes les gynécos, on va dire douces ou gynécologues, mais
engagées féministes qui font attention à votre corps, parce que c'est important aussi dans ce genre d'examen. Oui. Et donc je le recommande. Mais il y a moyen que ce soit sur le même site. Oui, c'est possible, effectivement. Question, parce que là je suis pas du tout au courant, mais est-ce que pour te faire ligaturer les trompes, il y a légalement des sessions chez le psy ou genre des trucs demandés? Certains médecins peuvent l'exiger selon ton âge. C'est-à-dire que si t'as 45 ans et que t'as 3 gosses et que tu te pointes et que tu dis je veux me faire ligaturer les trompes, on va pas te faire chier. Ouais. Mais si t'as 22 ans, pas de gosses et que t'arrives et que tu dis j'aimerais bien me faire ligaturer les trompes, là certains médecins vont peut-être parler 5 minutes avec toi et puis dire ok, et d'autres vont soit purement et simplement refuser, soit te demander de voir un psy. Okay. Mais si du coup c'est à la discrétion du médecin, quoi, il y a pas de... Il y a de loi ou de... je suis mal renseignée là-dessus, mais tu vois, par exemple, pour les personnes trans et pour prendre des hormones et tout, il me semble que c'est obligatoire, tu vois, les sessions chez le psychiatre ou le psychologue. C'est l'endocrino, c'est à la discrétion. Ça aussi, enfin, officiellement, oui, et officieusement, c'est à la discrétion de l'endocrino, dans le sens où tous les endocrinos vont pas te demander de voir le même nombre de psy, déjà. Oui. Ils vont pas te demander le même temps, et puis certains s'en foutent carrément. Ok. Il y en a un à Lille, d'ailleurs, j'ai lu ça il y a pas longtemps dans un livre, qui, en fait, t'y vas, tu lui dis je suis sûr, et ok, il y va. Donc faut tomber sur les bons praticiens, quoi. C'est ça, faut tomber sur les bons praticiens. Enfin, pas tomber dessus, faut les chercher, quoi. C'est ça, c'est vraiment ça. Bon, merci pour ce point contraception. Merci Clo-Clo. Donc rappelez-vous, personnes possédant des testicules, gardez-les au chaud. Si vous ne souhaitez pas avoir en plus. Une armée de morpions qui courent autour de vous. Donc nous allons passer au petit dico de Billy. Si je vous dis sado. Sado, ça peut être sado ou sado, ça dépend la grandeur du seau. Du seau. Du seau d'eau. Du seau d'eau. Ouais, c'est le petit jeu final. Donc alors aujourd'hui, le dico de Billy vous emmène dans le monde du BDSM, parce que des fois quand on commence à s'initier de nous-mêmes, on tombe sur plein de termes qu'on comprend pas, ou des fois on n'était pas forcément spécialement attiré, puis là on a un partenaire qui est à fond dedans, qui va te parler de breath, de edge, de knife play, qui va te dire t'es plutôt dom, t'es plutôt sub, je t'emmène à un munch la semaine prochaine, t'inquiète pas, tout le monde respecte le SSC, et toi tu le regardes avec une tête, l'air de dire j'ai l'impression d'arriver sur une autre planète. Votre cher Billy est là pour vous l'expliquer. Alors, j'ai donc apporté avec moi aujourd'hui 5 expressions, 5 termes. On est chaud. Vous êtes chaud ? Vous êtes prêts ? Du BDSM. Alors, nous allons commencer avec un simple. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un rope bunny ? Rope bunny. Eh bien non. Un rope bunny. Attends, est-ce qu'on a le droit de... Oui, vous avez le droit d'essayer de deviner. Rope bunny. Quoi de neuf, docteur ? Rope, comme la corde. Comme la corde. Rope bunny. Est-ce que... comme un coup du lapin, peut-être. Donc, ça serait un truc attaché au cou. Ah, si, je crois. Est-ce que ce serait pas je vais dire n'importe quoi, éjaculer au moment où tu t'étouffes? Alors, ça, c'est l'auto-asphyxie érotique. Ouais. Mais je pense que c'est plus une personne, non ? Genre comme le sub ou le dom, tu vois, c'est plus un rôle. Le rope bunny. Je sais pas, un bunny au bout d'une corde. Putain, en vrai, je sais pas. Non. Alors, tout bêtement, effectivement, ça a à voir avec les cordes. Ouais, on suppose. Et c'est une personne, c'est un rôle, puisqu'effectivement, il y a souvent des rôles qui sont un peu définis dans le BDSM. Le rope bunny, c'est la personne qui aime être attachée, qui va être attachée. Si tu décides d'être le rope bunny pendant une session de BDSM, c'est toi qui vas te retrouver en mode rôti sexy, accroché au plafond. Pourquoi bunny, du coup? Ce que je me disais, mais chez la matin bunny, il y a forcément quelque chose. Mais alors, justement, moi aussi, je me suis pendant longtemps, je me suis dit, il y a un truc avec bunny, ça veut dire qu'on te rajoute une queue de lapin avec un plug. Mais non. Rope bunny, c'est juste, je pense que l'idée de lapin, c'est que le lapin, c'est la proie. Ouais. Enfin, l'idée de proie, même si la proie se retrouve dans d'autres termes plutôt, mais que du coup, le lapin, c'est celui qui se fait saucissonner, c'est celui qui va se faire rôtir, en fait, donc qui se fait attacher. Et donc, l'inverse du rope bunny, celui qui va attacher, c'est le rigger, R-I-G-E-R. Tabouret, T-A-B-O-U-R-E-T. Il y a beaucoup de termes en anglais dans le BDSM. Donc voilà, rope bunny. Si tu dis je serai ton rope bunny ce soir, ça veut dire que tu acceptes de te faire attacher avec à peu près n'importe quoi. C'est pas forcément dans du shibari, ça peut être juste avec une paire de menottes ou des chaînes que t'as laissées sur ton balcon toute la nuit pour qu'elles soient glacées. C'est ça, c'est une expérience. J'avais un copain, alors pas un copain au sens où je couchais avec, mais un très bon ami à moi qui avait toujours des chaînes sur son balcon. Et un beau jour, tu lui as demandé pourquoi. Oui, voilà. Un jour, je me suis demandé pourquoi. Et en fait, il a dit, je les laisse là pour Jacqueline. Elle s'appelle pas Jacqueline, mais du coup, je vais appeler sa copine Jacqueline. Donc, j'ai commencé à me marrer et il m'a dit, non, mais je les laisse là tout le temps, au cas où. Voilà. Vous pouvez prévoir du au cas où. Il faut l'attacher tout d'un coup. Voilà. Si d'un coup, ça lui prend,
qu'elle fait le lapin, qu'elle commence à taper du pied comme ça. Voilà, il sort les chaînes du frigo. Donc, partons sur notre deuxième thème, le brat. Ah, les brats. Alors, ça, je l'ai rencontré ce mot sur Twitter. Ouais. Il me semble que c'est une catégorie de sub. Tout à fait. Alors déjà catégorie de sub. On peut traduire, s'il Ouais, vous plaît. pardon. Alors, le sub, c'est le soumis. Le sub, c'est le soumis. C'est le submissive. On sait dans les relations d'homme-sub. Et il me semble que c'est souvent la brat, j'ai l'impression. Je crois j'ai vu très très peu de brats qui s'identifiaient masculins. Et il me semble que c'est donc le sub. C'est non-genré brat, hein, ça peut être l'un ou l'autre. Oui, je suppose, ouais. Mais en fait, après, moi, je vois ça d'expérience et des gens autour de moi. J'ai jamais rencontré ou vu de brats qui s'identifiaient au genre masculin. Mais bref. Et en gros, ça va être un ou une sub qui va remettre en question l'autorité du dom, il me semble. Et moi, ça me paraît complètement dingo d'ailleurs, parce que je vois difficilement comment tu peux mener une relation sub-dom en étant brat. Alors, ça génial. Ça doit être si dur d'être dom de brat en fait. Alors, c'est exactement ça. Je vais clarifier un petit peu. Le brat, c'est le soumis désobéissant. Donc, c'est-à-dire celui qui va faire de la dissidence, qui va faire ah, si je fais pas ça, qu'est-ce que tu vas me faire? Ouais. Je schématise, mais en gros, voilà, c'est le soumis qui a envie d'être soumis, mais désobéissant, donc sous-entendu, qui potentiellement va avoir envie que le dominant le soumette pour être un soumis aussi. C'est-à-dire, je vais pas arriver et me mettre à genoux et te dire alors qu'est-ce que tu veux que je te fasse aujourd'hui, mon petit maître. C'est non, j'ai besoin que ça soit toi qui me foutes à genoux. Et potentiellement, je vais faire des vannes pour questionner ton autorité pendant l'acte. Et donc un peu comme un élève de 4e qui teste son prof. Alors, je vous rappelle qu'il y a belle image, les enfants et le BDSM. Voilà, j'aimerais bien qu'on ne calque pas des. Bref. Et donc, il y a aussi une catégorie de dom, donc de dominateurs, qui recherche du brat, qui a besoin de ne pas avoir un petit soumis qui arrive, qui est tout prêt, d'avoir besoin de ça. Et donc, on appelle ça un brat tamer. Ok. Tamer. Donc le tamer. Tamer. Le dompteur de brat. De morveux. De morveux. le brat tamer. Voilà. Mais là-dessus, j'ai une question un peu technique, mais genre, comment en tant que dom, tu peux, en fait, parce que les relations BDSM, mine de rien, entre dom et sub, c'est des relations de communication absolument incroyables, tu vois, sur les gens, ce qu'ils sont d'accord de faire, pas d'accord de faire, qu'est-ce qui est sain pour les deux et tout. Comment tu fais en tant que dom pour faire la part des choses entre le comportement de brat, tu vois, en mode ah non, j'ai pas envie, vas-y, force-moi, et genre vraiment une vraie un vrai non, tu vois, en mode bah non, ça je veux pas le faire, et genre ça dépasse ce que je me sens de faire, etc. Alors c'est l'importance du safe word qui est souvent moqué, le safe word, parce que c'est vrai que les gens ont des safe words un peu bon, alors déjà on a tous 50 nuances de grès, jaune et rouge, voilà. Alors je vous le dis tout de suite, un safe word, ça doit être extrêmement rapide, percussif. Alors soit c'est en une syllabe, donc par exemple pêche, voilà. En général, tu vas pas te mettre à gueuler pêche pendant un acte de BDSM. Soit c'est quelque chose qui fait débander tout le monde. Surimi. J'ai des amis, donc vous allez tout de suite trouver pour qui ils votent, mais leur safe word c'était Marine Le Pen. Là, voilà. Je pense que même les gens qui votent RN, ça les fait pas bander, hein, Marine Le Pen. C'est pas dit, parce que je pense que dans certains roleplay, il y en a qui s'amusent à soumettre Marine, tu vois, dans ceux qui votent à droite et qui font du BDSM. Mais voilà, du coup, et sinon, après, il y a encore cette idée de contrat, pareil, enfin, on a tous la vision de 50 nuances de grès, mais des fois, si t'as envie d'aller dans des trucs vraiment très très loin, tu peux vraiment coucher par écrit ce que t'as le droit de me faire et de pas me faire aujourd'hui. Et dans une relation brat tamer, je vais le dire comme ça parce que j'ai un accent pourri, il y a moyen de faire ça pour que ça soit un peu plus safe, justement, parce que comme tu dis, on peut repousser les limites, etc. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vient toujours questionner le consentement, les limites de ton propre consentement. Tu peux dire oui, tu peux dire non 3 secondes après, tu vois. Du coup, c'est intéressant Mais c'est pour ça, le BDSM, le safe word, c'est le premier truc. Si vous commencez à faire une séance de BDSM avec quelqu'un qui vous a pas demandé votre safe word, mais barrez-vous en courant. Et surtout, le laissez pas vous attacher les mains, quoi. Enfin, je veux dire. Mais par exemple, on parlait du rope bunny juste avant. Des fois, vous avez des sessions en ce qu'on appelle entravement complet. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez absolument pas bouger, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas voir. Dans ces cas-là, effectivement, la notion de consentement doit être vraiment, mais écrite avant. Ouais. Sachant que quand vous en êtes à faire de l'entravement complet, c'est en général que vous vous connaissez très bien et que vous connaissez très bien votre partenaire. En général, les DOM, ils savent, quoi. Enfin, c'est ça. C'est vrai que l'entravement complet, tu fais pas ça avec le premier DOM que t'as trouvé sur Internet. Non, bien sûr. Puis surtout, tu vas pas, même si c'est quelqu'un que t'adores et que tu connais très bien par ailleurs, tu fais pas ta première séance de BDSM en entravement complet. C'est vraiment une connerie. Mais, donc voilà, quand on arrive là-dessus, effectivement, les deux se connaissent assez bien. On connaît aussi les limites du corps de l'autre.
Et il y a dans ce cas-là aussi des gestes, par exemple, qui peuvent être installés. Bon, on arrête sur le bras et le bras de ta mère, même si c'est très sympa, je pourrais en parler. Donc, plus facile, l'age play. Age, au sens de âge. L'âge play. Je suppose que c'est les Daddy Little Girl ou Mommy Little Boy Kink. Alors, effectivement, c'est là-dessus, mais pas que. C'est-à-dire que Mommy Little Boy ou Daddy Little Girl Play sont une partie des age play. Parce que le age play, c'est tous les scénarios qui vont inclure une relation changeante à l'âge. C'est-à-dire que effectivement, la version extrême, c'est cette relation parent-enfant. Mais il y a des versions plus, on va dire, plus vraiment sur l'âge, où par exemple, deux personnes du même âge vont dire, bah moi je vais jouer la personne de 40 ans et toi la personne de 20. Ou et voilà, sur des scénarios par exemple prof-élève, sur des personnes du même âge, etc. Des choses comme ça. Ça va être, c'est tout ça le age play. On n'est pas forcément dans de l'inceste, quoi. Non, et pas forcément dans des rapports avec un sous-entendu incestueux. Sachant que le Who's Your Daddy, Who's Your Mommy, c'est pas forcément, dans le cadre du roleplay, Who's Your Mommy biologique dans la tête des personnes. Mais ça va être par exemple effectivement un jeu à caractère un peu... figure maternelle ou paternelle d'autorité. Oui, enfin, un espèce de pédokink dans le sens où, certes, la personne en face, elle fait l'enfant, mais tu sais que tu n'as pas un enfant en face. Oui, bien sûr. T'as quand même un adulte. Et t'aurais un enfant en face, tu te sentirais pas bien du tout. Oui, voilà, effectivement, normalement. Parlons pas de tonton Popol, on n'est pas là pour ça. Alors, un 24/7. Ah, ça je sais. Ça c'est le lifestyle, c'est pas le lifestyle aussi, il me semble. On peut l'appeler comme ça. C'est des gens qui sont dans des relations d'hommes sub par exemple, je fais que de parler de ça. Mais... BDSM. Ouais. Tout simplement, sens large. D'homme sub, il y a pas forcément sadomaso. Bref. Bondage. Oui. Degradé. C'est vrai. Et en gros, c'est un sub ou une sub qui va donner l'autorité au dom toute la journée, toute la semaine, quoi. Enfin, sur toute sa vie. Alors, voilà, sur toute sa vie, ou en tout cas sur une période qui s'étale sur des journées entières et sur plusieurs jours. Et pas seulement pendant l'acte sexuel. C'est ça. C'est dans la série Bonding, par exemple, on voit que la dominatrice, elle a un mec chez elle qui la paye pour ça, en fait, pour être dans un 24/7, en fait, et qui est chez elle, qui lui sert de pose-pied, etc. Ouais. Mais ça va être sur effectivement plusieurs jours. Très bien. Et donc une relation de primal. Ça, je sais pas. Ça, vous savez pas. Alors, le primal, ça inclut deux rôles. Il y a donc le chasseur et la proie. Ah. Est-ce que vous commencez à visualiser un petit peu les choses? C'est genre un cache-cache BDSM. C'est un cache-cache BDSM. Je te trouve, on fait l'amour. Alors, ça pourrait... Alors, on peut effectivement inclure quelque chose de l'ordre du cache-cache dedans, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la chasse sexuelle dedans. Donc, on peut partir sur du pet play si on veut, mais c'est pas forcément l'idée. Mais c'est vraiment... Sur du pet play. Comme si t'étais genre le chat de quelqu'un. Voilà. Oui. Donc là vraiment avec la proie au sens où tu es un cerf, je suis le chasseur, je te trouve, je t'encule. Et et soit on est vraiment sur quelque chose de plus humain, avec le sens du chasseur sexuel qui va chasser sa proie, avec des jeux notamment de mise en scène. Par exemple, il y a des couples qui font ça, qui font des mises en scène de viol ou de suivi dans la rue. Ouais, j'allais dire, ça fait chasseur, ça fait très violeur, agresseur, quoi. C'est ça. Il y a cette idée de chasseur. Donc par exemple dans cette relation un peu stalker, mise en scène, encore une fois, on est dans du BDSM, on n'est pas dans la vraie vie. On rappelle qu'on a demandé son consentement à la proie avant de la savoir comme proie. Mais vraiment il y a ce côté créer de l'inquiétude, et surtout quand elle finit par se faire choper, qu'est-ce que tu vas bien me faire? Voilà. C'était le petit dico de Billy. Waouh. J'espère que vous avez appris des choses. Eh ben oui. Oui, merci à toi. Mais en plus, je trouve ça super important d'en parler, parce que je trouve que moi, j'en fais pas partie, mais je trouve que la communauté BDSM, elle a une image atroce en fait parmi les gens qui pratiquent le sexe vanille. Parce que genre on a l'impression que c'est genre des trucs que les gens ils se frappent au sang, alors ça, ce qui peut arriver, tu mais vois, sachez qu'une personne qui se fait frapper au sang, elle l'a voulu. Normalement elle l'a voulu. Après, le sexe BDSM, c'est comme dans tous les autres sexes, il y a des abus. C'est parfait. Ouais. Et effectivement, on parlait de cette notion. Enfin, ça pose problème, notamment sur les lois sur la torture. C'est-à-dire que
certains jeux SM très poussés sont de l'ordre de la torture sur la personne qui les reçoit. Et il y a des gens qui se sont posé la question d'un point de vue légal. Est-ce que même si la personne l'a consenti par contrat écrit, est-ce que c'est une forme d'esclavagisme ? Ouais. Et effectivement, enfin, j'ai envie de dire, laissez-nous faire ce qu'on fait, ce qu'on veut avec nos organes génitaux. Mais c'est quelque chose qui pose la question. Et c'est vrai que comme on a cette image, les personnes qui ne sont pas du tout attirées par ce monde ont cette idée d'une extrême violence. Et aussi, quand on parle de dominateur avec certaines personnes, ils s'attendent à ce que le dominateur, ça soit quelqu'un qui arrive, qui te demande pas du tout ton avis, qui va t'attacher à un pilier et qui va te faire tout ce qu'il veut. C'est pas ça. Enfin, une vraie bonne relation BDSM, c'est pas ça. Mais c'est comme une relation sexuelle normale. Je veux dire, enfin, même sur du sexe banni, on peut forcer quelqu'un à faire des choses qu'il a pas envie. Le BDSM, il y a cette idée de contrat, d'acceptation. Et en fait, je me suis rendu compte que les personnes qui, enfin, dans celles que j'ai rencontrées, qui pratiquent le BDSM, sont beaucoup plus à l'écoute du corps d'un point de vue ce que peut encaisser l'autre que des gens qui ne pratiquent que du sexe vanille qui un jour aimeraient tester un truc un peu peu plus violent. Mais tu vois, c'est ça que je trouve super intéressant parce que finalement sur toutes les problématiques de consentement, de communication dans un acte sexuel, on est quand même comme tu disais Lolo sur presque un idéal dans le sens où on entend souvent les trucs est-ce que demander avant si la personne consent c'est pas sexy, ça casse le truc. Bah en fait au contraire, ça fait même partie du dans ce cadre-là, ça fait même partie du jeu, ça fait même partie de l'acte. Et ça va complètement à l'encontre de plein de stéréotypes, de préjugés qu'on peut avoir sur le consentement, sur la communication et tout. Donc c'est chouette quoi, ça fait du bien aussi d'avoir ces exemples-là. C'est ça. J'ai fait une petite pause que je cherchais un truc. Moi, je suis très très loin renseignée sur le BDSM grâce à une fille que je suivais sur Twitch, et qui en fait elle est en relation d'homme sub 24/7 du coup, et elle est sub. Et elle a un site, enfin une espèce de blog en fait où elle fait des articles sur c'est quoi sa relation avec son dom et tout, et c'est ultra éclairant. C'est genre super intéressant, c'est super cool. Sur Twitter, c'est Sataelyz, SATAELYZ, et elle a donc son blog sataelyz.com qui est super intéressant pour les gens qui n'y connaissaient rien, enfin ou qui n'y connaissent rien comme moi. Et c'est super très intéressant. Allez voir, ça casse beaucoup de clichés. On envie presque en fait la relation qu'elle a avec son dom parce que ça la rend ultra heureuse quoi. Elle a dit on a une relation de communication géniale, je me sens super en sécurité, je m'épanouis de ouf, mon dom m'aide à faire ça, tu vois. Mais c'est un super blog pour mettre un premier pied dans le BDSM, mais en tout cas pour s'y intéresser. C'est ça. Et effectivement, un bon dom qui, en général, c'est le cas de figure le plus fréquent, c'est qu'on va avoir un dom qui va initier un sub au BDSM. Ça arrive dans l'autre sens, mais on va dire que c'est plus rare vu que c'est en général le dom qui gère un peu le truc, on va dire de loin, mais qui gère le truc. Et on sait reconnaître un bon dom quand on en rencontre un, c'est-à-dire que avant même de se dire viens on se retrouve chez moi, on fait ça, c'est-à-dire que il va potentiellement te proposer d'aller boire un café pour discuter de ça, pour discuter du BDSM, surtout si t'es quelqu'un qui connaît très peu, il va t'en discuter, il va te dire voilà comment ça se passe, comment moi je procède, etc. Un bon dom prévient de ses attentes avant et respecte les tiennes. Encore une fois, le dom c'est pas le mec qui va te sortir tout son matos en disant aujourd'hui on va faire ça. Non, c'est pas. Aujourd'hui j'ai un tournevis. Aujourd'hui j'ai un tournevis. Est-ce que ça... Cette blague n'est pas disponible. Alors, merci à Clo-Clo et Lolo d'avoir été là. Merci à vous. Merci à vous, merci Billy. Et donc, nous allons fermer les portes du boudoir pour aujourd'hui. Et à bientôt. Nous nous retrouverons une prochaine fois. C'est fermé.